zizanie. Elle voulait être reine au milieu de tous ces drames. Au mois d'août 1986, après 7 ans de mariage, Carrie demande le divorce. Ken déménage et part avec leur fille. Carrie est indifférente. Elle ne voulait pas vraiment être mère. Elle voulait être le centre d'attention. Mais il est difficile de le devenir en restant enfermée à la maison avec son enfant et son mari. Un mois plus tard, Carrie fait la connaissance de Gwen Graham, une autre préposée aux patients. Gwen travaillait à la maison de soins. Je ne lui prêtais pas beaucoup attention. Mais un jour, j'étais assise dans la salle du personnel et Gwen est entrée et j'ai remarqué ses cicatrices. Alors j'ai commencé à l'observer un peu. Elle me faisait sentir belle et spéciale. Elle osait faire des choses que j'aurais aimé faire. Leur relation dure 9 mois, jusqu'à ce que confrontée à de la mort de 2 autres patientes au cours des semaines suivantes. Belle Burkhardt et Edith Cook décèdent dans leur chambre. La plupart des personnes qui sont placées en maison de soins y entrent pour y mourir. Et dans 99% des cas, il n'y a ni autopsie ni examen médical. Le nombre de morts n'a pas du tout augmenté au cours de la période où Gwen Graham et Cathy Wood ont travaillé là. Il n'y a donc rien qui indique que des gens ont été tués. Mais un étrange incident met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Un des patients avait dit qu'on l'avait attaqué, mais personne ne l'avait pris au sérieux puisque plusieurs des patients du Alpine Manor souffrent de démence ou d'hallucinations. On entend souvent « On me poursuit, on veut me tuer ». Les enquêteurs comparent les dates des morts aux horaires de travail de Carrie et de Gwen. Nous avons découvert que toutes ces morts coïncidaient avec les périodes où les 2 femmes étaient de garde. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les enquêteurs questionnent les collègues de Carrie et de Gwen à propos de tout incident louche dont ils auraient pu être témoins. Lorsque Cathy et Gwendolyn Graham sont entrées à l'emploi du Alpine Manor, tout le monde croyait que c'était des femmes bien. Mais après quelque temps, les gens ont commencé à se méfier d'elles, car elles étaient très proches l'une de l'autre et elles jouaient constamment à des petits jeux. Le centre de soins est en quelque sorte devenu un terrain de jeu pour Cathy et Gwen. C'est Cathy qui inventait et menait ces petits jeux. Par exemple, Cathy et Gwen changeaient des patients de chambre afin de déstabiliser les autres employés. D'après leurs collègues, les comportements étranges de Gwen et de Carrie vont bien au-delà de la simple plaisanterie. Cathy semblait prendre plaisir à semer la pagaille. Elle appelait parfois un homme pour lui demander s'il savait ce que faisait sa femme, puis elle appelait la femme pour lui demander si elle savait où était son mari. Elle se plaisait à instiller le doute chez les gens simplement pour créer des drames. Elle aimait exercer un contrôle sur la vie des gens. Lorsqu'on leur demande s'ils croient que Carrie et Gwen ont tué 5 patients, les autres préposés ne sont pas unanimes. Quelques-uns de leurs collègues croyaient qu'elles avaient commis ces meurtres, mais d'autres ne les croyaient pas capables de telles horreurs. Seulement 5% des crimes violents sont commis par des femmes. Gwendolyn Graham était simultanément atteinte de 2 troubles de la personnalité. Elle souffrait d'un trouble de personnalité limite et elle manifestait beaucoup de caractéristiques liées à la psychopathie. Cela signifie que son humeur et ses relations interpersonnelles étaient extrêmement instables. Elle vacillait sans cesse de la bonne à la mauvaise humeur, de l'amour à la haine, de la joie à la tristesse. Elle avait aussi des comportements agressifs ou antisociaux à l'endroit des autres. Gwen a passé la majeure partie de son enfance sur une ferme près de Tyler, au Texas. Après la 5e année, mes parents sont déménagés au Texas et j'y ai passé la plus grande partie de mon adolescence.
Le père de Gwen l'a élevé selon une sorte de psychologie rurale, faute d'un meilleur terme. Il croyait qu'il était bon qu'un enfant assiste à la vie comme à la mort et qu'il voit comment les animaux sont transformés en nourriture. Gwen a donc souvent dû assister à l'abattage de cochons ou à la décapitation de poulets. Une fois, son père a même ordonné à son frère de tuer Misty, le petit chien qu'elle aimait beaucoup, parce qu'il avait aboyé après un cheval, ce qui avait fait tomber le cavalier. Gwen a déterré la dépouille du chien et a placé ses dents et son crâne dans une petite boîte d'albâtre en forme de cœur qu'elle traînait partout avec elle. Sa mère ne lui témoignait pas beaucoup d'affection. Son père croyait que si une mère prenait son enfant dans ses bras, l'enfant deviendrait une personne faible. Gwen a donc passé une bonne partie de son enfance sans aucun contact physique avec sa mère. Selon Gwen, son père est devenu un toxicomane violent qui l'a abusé sexuellement. Les gens atteints d'un trouble de personnalité limite ont souvent l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Ils ont besoin Tous mes supérieurs et même mes subalternes croyaient qu'elle avait inventé toute l'histoire pour faire une blague et que l'affaire ne se rendrait jamais dans le bureau du procureur. Je comprends d'où venaient leurs doutes, puisqu'à ce stade de l'enquête, l'histoire était tirée par les cheveux. Mais l'enquêteur Freeman ne peut se résoudre à abandonner l'enquête. Son instinct lui dit qu'une chose... Influençable pour plusieurs raisons. D'abord, sa personnalité ne lui permettait pas d'avoir une conception stable du bien et du mal. Elle était donc très malléable sur ce point. Ensuite, elle avait un comportement fougueux et très impulsif. Elle ne se demandait jamais si ce qu'on lui demandait de faire était bien ou mal. Il est donc très improbable que Gwen ait inventé un jeu aussi complexe que celui d'appeler le mot « meurtre » avec les initiales de ses victimes. Ce n'était pas du tout son genre. Carrie affirme que chaque meurtre la rapprochait de Gwen. Elle se disait souvent « Je t'aimerai pour l'éternité ». Cette phrase s'est ensuite transformée en « Je t'aimerai pour l'éternité et un jour », puis « Je t'aimerai pour l'éternité et 2 jours ». Chacun des jours représentait un des meurtres. Après 5 meurtres, c'était « Je t'aimerai pour l'éternité et 5 jours ». Ça symbolisait le lien meurtrier qui s'était tissé entre elles. Mais Carrie est bientôt Thier est en quelque sorte venu à ma rescousse. J'ai simplement démontré que son instinct face aux déclarations de Kathy ne l'avait pas trompé. Nous avions affaire à des femmes très instables, dont les motivations sont différentes de celles qui animent la plupart des gens. Il était donc possible qu'elles aient commis ces meurtres. C'était difficile à dire. Et lorsque son état limite se manifeste, elle n'éprouve aucun remords. Les gens atteints d'un trouble de personnalité limite n'ont pas de surmoi, comme disent les psychanalystes. Ils savent faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, contrairement aux psychotiques, qui croient constamment qu'on leur en veut. Mais les gens ayant une personnalité limite sont incapables d'interagir normalement avec les autres. Gwen n'est dirigée que par ses envies, car il lui manque ses inhibitions, cette partie de l'esprit qui nous avertit lorsqu'il y a des ennuis à l'horizon. En avril, Carrie conclut une négociation de peine. En échange de son témoignage contre Gwen, elle fera face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre et à un autre de meurtre au 2e degré. À partir du témoignage que Carrie a livré pendant l'interrogatoire préliminaire, Gwen fera face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre et à 5 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. Gwen continue d'affirmer son innocence et soutient qu'aucun crime n'a été commis. Si ce procès a eu lieu, c'est parce que Gwen Graham a quitté Katy Wood et est déménagé. L'inquiétude gagne les enquêteurs. C'était un procès très difficile, car nous n'avions pas beaucoup de preuves. Il aurait été plus facile de pouvoir présenter des preuves matérielles ou un aveu, mais nous n'avions rien de cela. C'était difficile. Nous n'avions aucune preuve matérielle. La seule preuve, c'était le témoignage de Katy Wood qui était pour le moins ridicule.
Le 13 septembre 1989, le témoin principal du procureur se présente à la barre. Elle a tenté de pleurer afin d'attirer la pitié, comme un ange déchu qui tente de redresser ses torts, mais c'était encore une tentative de manipulation. Elle a manipulé le jury, elle a manipulé le procureur et elle a manipulé la police. Chaque jour, je me réveille en pensant au mal que j'ai causé à tous ces gens, à cause de mon égoïsme. Je devrais vivre avec ça pour le reste de mes jours. Je doute fort que, même maintenant, elle n'éprouve de véritables remords face à la mort de ces êtres humains. Elle en est psychologiquement incapable. La mort de ses patients n'est qu'un effet secondaire de sa relation avec sa petite amie. J'ai vu clair dans son jeu. Les seules personnes qui ont été bernées se sont laissées manipuler. Puis, un témoin surprise vient ébranler le peu de certitude que l'on a. C'était sans doute l'un des dossiers les moins solides sur lesquels j'avais travaillé. Nos arguments étaient très faibles, jusqu'à ce que nous puissions interroger la petite amie de Gwen Graham. On a effectué sur le témoin du Texas une analyse rétrograde, ce qui, en langage courant, veut simplement dire hypnose. La petite amie de Gwen répète une histoire que Gwen lui a racontée lorsqu'elles habitaient ensemble au Texas. L'histoire corrobore la version des faits de Katie Wood. Elle était absolument identique à ce que Katie m'avait raconté, bien que les deux femmes vivaient à près de 2000 kilomètres l'une de l'autre. De plus, il était évident que les deux femmes ne s'étaient jamais parlé. Elle a raconté la même histoire que Katie Wood. C'était extraordinaire. Gwen Graham lui avait sans aucun doute dit la vérité sur ce qui s'était passé. Les témoignages livrés sous hypnose ne sont pas recevables en cours. Le procureur est donc allé bien au-delà de ses obligations éthiques. Le 20 septembre 1989, Gwen Graham est reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Elle écope de 6 peines de prison à vie. Gwen Graham était absolument démolie par le verdict. Elle savait qu'elle n'était coupable de rien et que le procès avait été bâclé. Nous nous étions battus corps et âme pendant ce procès. Le verdict l'a complètement démolie.